On y va. Donc on va voir ce qui se fait ailleurs. En fait, ça c'était la couverture d'une brochure sur l'architecture du Fort Albert. Et j'ai commencé on vous a dit que j'avais déjà plusieurs casquettes, enseignante, auteur. Alors, je n'ai jamais critique d'architecture, je suis une admiratrice d'architecture. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire mes premiers articles il y a plus de 25 ans, j'ai dit que je n'écrirai jamais sur un projet qui ne me plaît pas. C'est-à-dire que soit il y a un projet qui me plaît, et je le décris en disant tout ce qui me plaît, et éventuellement 2-3 choses qui ne me plaisent pas, soit je n'aime pas un projet et je n'en parle pas. Pour moi, c'est aussi une question d'éthique. Je ne vois pas pourquoi je démolirais le travail d'un confrère uniquement parce qu'il ne me plaît pas à moi. Donc, je préfère admiratrice d'architecture à critique d'architecture. Mais parmi mes autres casquettes, il y en a une que j'ai prise il y a une quinzaine d'années qui était organisatrice de voyage pour le CLDB au départ, le Comité national pour le développement du bois. Et le principe, c'était de dire, bon, j'écris des articles, les gens voient, ça les intéresse, mais tant qu'ils n'ont pas vu, tant qu'ils n'ont pas touché, tant qu'ils n'ont pas fait l'expérience, j'arriverai pas à les convaincre. Et donc, j'ai organisé les premiers voyages. Les premiers, il y avait 34 voitures avec quelques personnes dedans. Et puis en 2004, là, cette année-là, j'en ai fait 6 avec à chaque fois plus de 50 personnes dans les bus. Là, je me suis dit, bon, c'est quand même, ça dépasse mes possibilités, je dois quand même faire autre chose. Mais à chaque fois, les gens me disaient, pourquoi est-ce que ça marche dans le Fort Albert? La vraie question, c'est pourquoi le Fort Albert attire chaque année, depuis maintenant au moins 10 ans, environ 10 000 professionnels du monde entier. Alors avant, ils en attiraient 1 000, 2 000, 3 000, mais actuellement, c'est 10 000. Donc, vous allez voir, c'est un petit territoire, donc on peut vraiment se demander pourquoi, qu'est-ce qui les attire là-bas. Et je suis allée à la recherche des multiples pièces du puzzle, et pour ce fort en particulier, à la recherche de la parenté entre le Fort Albert et le pays de Cornouailles. Donc on va commencer par planter le décor. Donc vous voyez, c'est tout à fait à la pointe occidentale de l'Autriche, de la même manière que vous vous trouvez à la pointe occidentale de la France. Il y a 96 communes, 367 000 habitants, une surface de 2600 km², et surtout, bien que ce soit un petit territoire, vous verrez que la géographie est assez contrastée. C'est-à-dire que vous avez 17% dans la plaine du Rhin et au bord du lac de Constance, et puis tout le reste, c'est des montagnes qui vont jusqu'à 3300 mètres, le Kitzbühel, et il y a 80% de la population qui est concentrée dans les 17% de la plaine. Donc ça vous plante un petit peu le décor. Il y a 3 grandes communes, Dornbirn qui fait à peu près 45 000 habitants, c'est la capitale économique, qui est capitale économique depuis assez peu de temps, enfin, c'est la plus grande ville du Land depuis seulement une quinzaine d'années. Feldkirch est la capitale historique, déjà au Moyen-Âge, c'est pour ça qu'elle a un cœur moyenâgeux assez joli. Et puis Bregenz, c'est la capitale politique et culturelle. Vous avez peut-être entendu parler de l'opéra sur le lac de Constance de Bregenz, Bregenz Festspiel. Donc je vous ai dit, le contexte géographique, c'est à la fois la plaine du Rhin, donc vous voyez une piscine sur les bords du lac de Constance, et puis une zone alpine, ça c'est le Großes Waldstadtal, le monastère de Saint-Roch, et vous le savez certainement, qui dit différents paysages, dit aussi différentes géologies, différentes géographies, mais dit aussi différents caractères, différents types de personnes qui y habitent. Et dans le Fort Albert, à la solidarité des montagnards, parce que ce sont des montagnes avec une économie de petites fermes, enfin, où vraiment on survivait pendant très longtemps. C'était le Bregenzerwald, enfin la partie montagnarde a été n'est ouverte au reste du monde, avec que depuis la construction de la première route et du premier chemin de fer au fin 19e, début 20e, donc il n'y a pas très très longtemps. Ils étaient obligés d'entrer en autarcie, donc ils étaient obligés d'être solidaires, alors que dans la vallée, c'est une bande d'à peu près 20 km, qui est entre le nord de l'Europe, en particulier l'Allemagne, et l'Italie, la Suisse, le Liechtenstein. Donc c'est un passage obligé, et avec bien sûr un brassage de population beaucoup plus important que dans la montagne. Le contexte économique, c'est une forte expansion démographique et économique depuis les années 80, en particulier donc dans la partie de la plaine du Rhin, puisqu'il y a eu un exode rural de la montagne
vers la plaine. Et il y a aussi, comme c'est une région, on va voir tout de suite, économiquement florissante, beaucoup de gens de la Suisse, de l'Allemagne qui y viennent. Alors là, il y a quelque chose qui va certainement en faire rêver plus d'un. Il y a 23 ans que le Vorarlberg n'a pas fait de nouvelles dettes. C'est un pays qui est gouverné au centre droit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez, il y a quelques verts, 4 verts pour 21 élus du centre droit. Et je pense que c'est intéressant de le souligner. Par exemple, une ville comme Fribourg, c'est une ville qui a élu un maire vert il y a quelques années à 63%. Là, c'est du centre droit. Donc, si leur modèle de développement durable à eux, il est beaucoup plus basé sur... enfin, il n'est pas basé sur un militantisme, mais beaucoup plus sur une gestion de bon père de famille, quelque part. Et je pense que ça rend le modèle aussi peut-être intéressant. Vous voyez que la croissance économique, elle est assez importante. Ce pas les chiffres pour 2009, mais ça a peut-être un petit peu baissé, mais pas beaucoup. Les exportations sont nettement plus importantes dans le reste de l'Autriche. C'est aussi le pays, même si c'est le plus petit land de l'Autriche, c'est le land le plus industriellement le plus florissant. Vous voyez, son PIB est particulièrement haut. Le contexte socio-culturel, c'est un esprit d'indépendance qui existe depuis très longtemps dans le Vorarlberg. C'est-à-dire que celui que vous voyez ici, Franz Michael Felder, c'est un agriculteur, une brigade sauvage, donc de la montagne, au XIXe siècle, et qui était un réformateur social, c'est-à-dire qu'il a lutté contre ce qu'ils appelaient les ducs du fromage, parce qu'il y avait une personne particulièrement riche qui faisait un peu la loi au niveau des prix du lait, etc. Et donc ils ont dit non, il n'y en est pas question. Donc ils ont créé des coopératives pour pouvoir un petit peu être plus indépendants. Et puis leur indépendance, elle va même encore beaucoup plus loin, puisqu'au XIVe siècle, ils ont créé déjà une république des paysans. Et ils avaient une manière de gouverner assez amusante. C'est-à-dire que, en fait, ils choisissaient pour 2 ou 3 ans 4 ou 5 personnes. Et quand ils avaient des décisions à prendre, ils avaient construit une espèce de pigeonnier sur pilotis. Quand ils avaient des décisions à prendre, ils faisaient monter les gens à l'échelle. Après, ils fermaient la trappe et ils s'asseyaient sur des troncs en dessous et ils attendaient. Ils attendaient que les bonnes décisions soient prises. Parce qu'on ne descendait pas. Donc les gens disaient par la fenêtre du pigeonnier quelle était la décision. Quand la décision était bonne, on leur mettait l'échelle. Donc c'est une manière d'envisager la démocratie assez intéressante. Et puis, dans le contexte socio-culturel du Vorarlberg, il y a aussi la tradition dans l'art de charpenterie. Alors, cette tradition, elle remonte, entre autres, au XVIIIe siècle, à l'époque baroque, puisque les églises baroques que vous trouvez dans le nord de l'Italie, dans le sud de l'Allemagne, en Suisse, et jusque dans le Jura et en Alsace, ont été construites par des artisans du Vorarlberg. Il y avait des villages dans la montagne du Vorarlberg où jusqu'à 80% des hommes étaient normalement agriculteurs, mais c'était souvent leurs femmes qui tenaient la ferme, mais pour gagner de l'argent, ils allaient sur des chantiers. Et j'ai un collègue à l'école d'architecture de Strasbourg qui a pu me citer le nom d'architecte, de maître d'œuvre du Vorarlberg qui était venu construire telle église en Alsace. Donc il y a eu cette forte tradition. Et puis en hiver, ils ont dessiné. Ce que vous voyez là, c'est une des planches de ce qu'on appelle les Auerlehrbuch, c'est-à-dire que dans le Vorarlberg, on a toujours eu ce souci de la transmission, et donc ils dessinaient des plans, des détails pour montrer montrer aux jeunes comment on doit construire et bien construire. Et cette tradition dans l'art de charpenterie, dans l'art de construire, se prolonge jusqu'à maintenant, comme le montre ce livre qui s'appelle Eigenplastik. Alors c'est un jeu de mots parce qu'ils ont beaucoup d'humour dans le Vorarlberg, en particulier, je montrerai aussi quelques affiches. Ils font un développement durable qui
qui ne culpabilise pas. Au contraire, ils essayent de donner envie. Et ce livre-là, donc, eigen, ça veut dire son propre, et cynique, ça veut dire qui fait du sens, mais eigen cynique, en un seul mot, ça veut dire têtu. Et les gens qui font Albert sont effectivement très, très, très têtus. Ils cherchent le sens des choses, le sens de la vie, et ils ont une manière très, très personnelle de faire l'architecture. Je crois que les Bretons sont têtus. Ma co-rédactrice en chef à écologique est bretonne, donc je peux vous en parler. Les similitudes ne vous ont certainement pas échappé entre le Vorarlberg et le pays de Cornouailles. Quelles similitudes avez-vous remarquées? L'isolement. Ouais. Encore? La taille, la population, hein, exactement. Quimper-Paris, 484 km, Bregenz-Vienne, 488 km. Ça commence bien. Pays de Cornouailles, alors je vous rassure, normalement c'est bien. Pays de Cornouailles, 330 000 habitants, Vorarlberg, 360 000 habitants. Pays de Cornouailles, 95 communes, Vorarlberg, 96 communes. Pays de Cornouailles, 2542 km², Vorarlberg, 2600 km². C'est quand même un peu troublant, non? Donc, après tout, bien sûr, ils n'ont pas l'océan. Et vous n'avez pas les Alpes. Mais ils résistent eux aussi encore et toujours à l'envahisseur. Et en particulier à l'envahisseur nucléaire. C'est-à-dire que eux, ils ont lutté contre la centrale de Rüti, qui n'était même pas prévue dans le Vorarlberg, qui était prévue en Suisse. Mais la Suisse, pour eux, c'est tout près. Et ils ont lutté. Et en 78, il y a une loi qui a été votée en Autriche avec un non au nucléaire à 84% dans le Vorarlberg. Vienne avait commencé à construire la centrale nucléaire et aujourd'hui, juste retour de choses, elle sert de support à une centrale solaire, photovoltaïque. Et puis bon, centrale de Klogov, c'est pas moi qui vous vais raconter cette histoire-là, mais vous voyez que quand même les similitudes ne manquent pas. Donc alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Ça commence par l'histoire des Baukünstler. Alors les Baukünstler, ça veut dire artistes du bâtiment. Et là encore, c'est une histoire où on résiste encore et toujours à l'envahisseur, ou plutôt à la capitale. C'est-à-dire que dans le Vorarlberg, pour devenir architecte, vous devez d'abord faire des études qui durent à peu près 5 ans. Dans le Vorarlberg, il n'y a pas d'école d'architecture. Donc la plupart font leurs études à Vienne, quelques-uns à Munich, quelques-uns à Zurich, mais en général plutôt à Vienne. Et après avoir fait vos 5 ans d'études, vous devez faire 3 ans de pratique chez un confrère et ensuite passer un examen assez difficile. Le problème, c'est que fin des années 70, début des années 80, c'était l'après 68 où tout d'un coup le nombre des étudiants a beaucoup augmenté et il y avait peut-être 50 étudiants qui avaient déjà fait leurs études d'architecture dans le Vorarlberg qui cherchaient un stage et il n'y avait pas plus de 5 architectes dans le Vorarlberg. Donc quelque part, ils étaient un peu coincés. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme la plupart étaient fils, neveux, petits-fils, soit de charpentiers, soit de menuisiers, ils avaient cette connaissance du matériau. C'était l'époque, rappelez-vous, pour ceux qui ont mon âge, c'était l'époque du bioclimatisme, de la maison solaire, etc. Donc ils ont commencé à construire des maisons comme celle-là, qui s'appuyaient sur les connaissances, vous voyez, de la maison qui est à droite, qui est une maison traditionnelle, donc c'est à peu près le même volume, c'est du bois, mais il y a une serre intégrée, entre autres, et souvent c'était fait en plus ou moins en autoconstruction avec le propriétaire, l'architecte qui mettait la main à la pâte, et donc ils ont commencé à faire quelques maisons comme ça. Et ces maisons-là, et puis ils ont fait aussi quelques exemples d'habitat collectif, d'habitat ce qu'on appelait l'habitat intermédiaire à l'époque, où on vivait un petit peu ensemble, et ils ont eu tellement de succès que des élus, qui quelquefois vivaient dans une maison faite par des Baukünstler, ont voulu leur confier des projets un peu plus grands, c'est-à-dire un petit collectif ou voire un petit équipement public. Le problème, c'est qu'à Vienne, l'ordre des architectes s'est élu parce que ces jeunes-là, ils avaient fait leurs études, mais après ils pratiquaient, mais sans avoir leur examen final. Donc ils ont même parlé de démolir certains bâtiments.
Et là, la solidarité a joué, c'est-à-dire qu'il y a eu un groupe qui s'est appelé le groupe des 16, dans lequel il y avait à la fois des architectes qui avaient leur diplôme complet et puis d'autres qui ne l'avaient pas encore. Et ils sont allés jusqu'au tribunal et ils ont gagné. Mais comme toujours, quand on se bat contre quelque chose, vous avez toute la population du Fort Albert derrière eux, et c'est à cette occasion-là qu'ils ont commencé à faire rentrer l'architecture dans le débat public. Et il y avait même des émissions sur l'architecture à leur FR3 à eux, la télévision régionale, tous les jeudis, pendant une demi-heure, et ça s'appelait Plus Minus, donc on montrait des exemples d'architecture, et Dieu sait que dans les années 80, c'était à l'époque un peu post-moderniste et tout ça, tout n'était pas de grande qualité, et donc ils disaient ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc tout d'un coup, il paraît que ils se disputaient pas mal, soit dans les séjours, soit dans les cafés, mais ça a mis l'architecture au cœur des débats, et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui la qualité de l'architecture quotidienne est tellement importante dans le Fort Albert. Donc maintenant que j'ai un peu planté le décor, on va essayer de voir ensemble quels sont les projets. Alors ça, c'est une maison du Fort Albert assez typique. Elle reprend un petit peu globalement la forme des bâtiments anciens, avec un même matériau qui est le bois, mais des ouvertures qui sont beaucoup plus contemporaines, capteurs thermiques sur le toit. Et cette phrase de l'architecte de cette maison, Helmut Dietrich, c'est lui qui l'a prononcée, mais la plupart des architectes du Fort Albert pourraient le dire. Nous ne sommes intéressés ni par des expérimentations formelles, ni par une architecture à sensation. Nos solutions sont simples et pragmatiques. La variété des projets et notre refus de nous spécialiser sur un type de programme nous gardent en éveil. Et l'éveil, je crois que c'est une des choses qui caractérise les gens du Fort Albert. Alors, l'architecture du Fort Albert est aussi connue en particulier pour ce type de maison, un petit peu boîte, avec très souvent, enfin en tout cas pour celle de l'architecte Daniel Sauter, il y a souvent un soubassement en béton sur lequel vient se poser une boîte en bois avec ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le maire, vous parliez des prolongements de l'habitat vers l'extérieur. Là vous voyez qu'ils ont prévu des loggias, des terrasses. Cela dit, tout le monde n'aime pas forcément les boîtes à chaussures, et là, c'est un couple, l'architecte, le mari est architecte, c'est Philippe Lutz, il n'est pas du Fort Albert, il est de Salzbourg, mais sa femme est du Fort Albert, ils se sont installés sur les hauteurs de Brégances. Sa femme est dessinatrice de mode, et elle lui a dit, Philippe, s'il te plaît, je ne veux pas une boîte à chaussures, je veux une hirondelle. Et sincèrement, je trouve qu'il y a assez bien réussi à faire ça, une hirondelle. Alors, bon, on est passé, ils ont commencé avec des maisons individuelles, parce que figurez-vous que dans le Fort Albert, on a presque autant envie d'une maison individuelle qu'ici, c'est-à-dire à peu près 80% de la population. Cela dit, on verra à la fin comment ils essayent de résoudre le problème du mutage. Mais ils sont donc passés à des logements collectifs comme celui-là, la résidence Elfbune, qui était 2 fois expérimentale. Elle est expérimentale à la fois au niveau de la construction, puisque c'était une des premières constructions à 3 niveaux en bois, avec non seulement des murs, mais aussi des planches de bois, ce qui est un petit peu compliqué à faire au niveau de l'acoustique et demande beaucoup de précision dans la réalisation. Et en plus, donc c'est un système bois, panneaux de plancher, multibox, et puis c'est aussi le premier bâtiment collectif avec le label Habitat Passif d'Europe. Alors, comme ils sont très honnêtes dans le Fort Albert, ils disent qu'ils ne sont pas arrivés aux 15 kWh par mètre carré par an, ils sont à 25. Mais 625, c'était entre autres parce qu'à l'époque l'étanchéité à l'air n'était pas encore bien résolue, et pour un bâtiment de 96, c'est quand même très bien. Et puis ils essayent aussi de trouver d'autres solutions, comme par exemple ici, c'est en plein centre-ville de Dormir, la plus grande ville du Fort Albert, où ils ont surélevé 3 niveaux qui étaient réservés jusqu'à présent au parking, à des bureaux et à des commerces, avec 2 étages d'habitation, qui sont des constructions à Ossature-Bois, puisque c'est une structure légère, donc un très beau projet de l'architecte Hermann Kaufmann, dont je reparlerai plusieurs fois ce soir. Cette phrase d'Otto Kapfinger, je la trouve particulièrement intéressante. Le maintien de la tradition exige la transmission de la flamme, pas la conservation des cendres.
Et je trouve ça d'une justesse extraordinaire. J'aurais pu vous la laisser en allemand, je l'ai traduit. Je trouve ça très juste. C'est-à-dire que le respect de la tradition, c'est pas seulement reproduire, c'est pas du pastiche, c'est prolonger la tradition de la même manière que ce qu'on a construit au XIXe siècle, c'était le prolongement de ce qui a été construit au XVIIIe, etc. Donc, soyons innovants. Et en plus, ce que vous voyez à gauche, c'est le fameux sapin blanc du Vorarlberg, dont j'aurais aussi plusieurs fois l'occasion de vous parler. C'est une espèce qui a avant existé pratiquement dans toutes les montagnes d'Europe, qui a quasiment disparu en France, il y en a un petit peu dans les Vosges en particulier, mais que le Vorarlberg a su conserver. Dans le Vorarlberg, l'identité régionale est très forte. Et cette identité, elle se construit sur le respect de la tradition, mais aussi sur l'innovation, en particulier avec le matériau bois. Alors il y a un couple très important par rapport à l'architecture en bois du Vorarlberg, c'est celui qui est formé par l'architecte Hermann Kaufmann et l'ingénieur bois Konrad Merz. Konrad est un Suisse en fait, mais qui travaille dans le Vorarlberg depuis 1994. Et c'est deux hommes qui sont passionnés par le bois, passionnés par l'architecture et qui cherchent. Et ils cherchent à optimiser le matériau. On me demande souvent, tout à l'heure, François dit que j'avais écrit plusieurs livres sur la construction en bois, j'en ai écrit 3. Donc j'aime le bois, mais je dis toujours ce qui est écologique, ce n'est pas de construire avec une quantité massive de bois massif, ce qui est écologique, c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit. Et là, par exemple, avec cette structure, l'utilisation du métal apporte une légèreté que l'on n'aurait pas si on était complètement en bois. Konrad Merz a aussi beaucoup travaillé sur la préfabrication. Alors pourquoi préfabriquer? À la fois pour offrir de meilleures conditions de travail aux ouvriers, pour augmenter la précision des composants, réduire la durée et les nuisances du chantier, et aussi faciliter la gestion des déchets, puisque pratiquement toutes les entreprises de charpente ou de menuiserie du Vorarlberg se chauffent et quelquefois même produisent de l'électricité à partir des déchets qu'ils produisent. Donc là, c'est la couverture du stade, des tribunes du stade de Bregenz. Donc un système qui rappelle, pour ceux qui connaissent un petit peu la buvette des viandes de Prouvé, c'est-à-dire un système de panneaux préfabriqués avec un panneau, là c'était un panneau intralame en haut, un panneau intralame en dessous, et puis entre des membrures en lamellé collé, et puis un remplissage avec des gravillons pour éviter le soulèvement au vent. Alors la préfabrication, ils ne la font pas que sur du bidimensionnel, ils la font aussi quelquefois sur du tridimensionnel, comme sur la fameuse maison Souzy. Donc là, vous voyez, ils l'ont construite en atelier, ils l'ont transportée, pas beaucoup parce que le site était tout proche, et ils l'ont posée sur je crois que c'est 2, 4, 6, 8, une dizaine de tout petits poteaux, ils sont grands comme ça. Alors Souzy, c'était, ça me gêne qu'il y ait des gens debout, il y a encore 2 chaises ici. Ah, ok, d'accord. Donc, asseyez-vous. Donc, la maison Souzy, c'est Susanne Kaufmann. Susanne Kaufmann, quand elle a voulu construire sa maison, c'était en 96, je crois, elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle avait la chance d'appartenir à une grande famille. Et donc, elle est allée voir son frère, oui, je ne vous ai pas dit, son père, Léopold, était un des pionniers du Vorarlberg. Déjà, dans les années 50-60, il a construit des maisons en bois, et il raconte qu'à l'époque, ses voisins ne le saluaient plus au sortir de la messe. Ce qui, dans un pays aussi catholique que le Vorarlberg, était vraiment un problème. Je vous dis ça pour vous expliquer que ça ne leur a pas été donné. C'est-à-dire que si aujourd'hui, leur architecture du quotidien a une telle qualité, ils se le sont vraiment travaillés. Et donc, Souzy, à la fois la fille de Léopold Kaufmann, mais aussi la sœur d'Oskar Leo Kaufmann, qui fait partie de la jeune génération, et surtout, c'est aussi la cousine de Johannes Kaufmann et de Michael Kaufmann. Donc, elle est allée voir son frère et son cousin, et elle leur a dit, moi, je voudrais une maison pas chère, je voudrais vite une maison pas chère.
Et ils sont allés voir donc Michael, qui est à la fois le frère de Johannes et le cousin d'Oscar Léo et de Suzy. Et en très peu de temps, avec l'architecte, avec l'ingénieur Konrad Merz, ils ont conçu, mais en quelques semaines, enfin ils ont conçu, réalisé et puis mis en place. Et depuis, ils ont construit une quarantaine maintenant de modules Suzy, soit pour des maisons, soit pour des bureaux. Et il y en a même une depuis quelques temps en Touraine, depuis l'année dernière en Touraine, il y a 3 modules Suzy qui ont été mis ensemble pour faire une maison. Il y a un autre projet que j'aime particulièrement, ce sont les ateliers municipaux de OMS. Alors bon, vous savez ce que c'est les ateliers municipaux normalement, il y a quelques hangars un peu disséminés autour d'une cour. Là, ils ont essayé de densifier un peu pour pouvoir les construire non pas assez loin en limite de la ville, mais carrément au centre de la ville, juste derrière la caserne de pompiers. Et à droite, en fait, la coupe et la photo sont inversées, puisqu'une fois c'est pris dans un sens, une fois dans l'autre. Donc, par rapport à la coupe, à droite, vous avez un bâtiment en béton dans lequel il y a les bureaux et puis les ateliers proprement dit, et puis à gauche, dans un bâtiment à ossature métallique, vous avez le stockage. Il y avait quelques points qui étaient des points fixes. C'est-à-dire, ici, il fallait qu'il y ait la double hauteur pour pouvoir mettre avec un Fenwick les trucs sur l'aire de stockage. Là, il fallait que ça soit assez bas pour qu'il puisse y avoir de la lumière naturelle ici. Et il fallait qu'en plus, ici, ça soit vitré pour qu'on puisse éclairer aussi cette partie-là. Et puis là, il y avait une hauteur minimale donnée par le fait qu'on range la nuit les voitures ici. Donc, il y avait vraiment trois points qui étaient donnés. Et puis, donc l'architecte, c'est un jeune architecte, il n'avait pas 30 ans quand il a fait ce bâtiment-là. Et je cherche si j'en ai eu. Et donc, il s'est demandé comment est-ce qu'il allait faire. Donc, la taille du bâtiment, enfin la largeur au milieu a été donnée en fait par le rayon de braquage d'une voiture. Et donc, il se demandait qu'est-ce que je vais faire comme couverture pour relever ces deux parties. Donc pendant longtemps, il avait pensé à un mur, une toiture normale, quoi. Et puis un jour, par hasard, sur la maquette, une feuille de papier est tombée. La feuille de papier, bien sûr, quand elle est tombée, elle a pris une forme de chaînette. Et il s'est dit, mais c'est bien sûr, et il a téléphoné à Konrad Merz, l'ingénieur dont je vous ai parlé, il a dit, écoute Konrad, tu prends une feuille de papier, donc au téléphone, il a dit, Konrad, tu prends une feuille de papier, tu mets ta main d'un côté, ta main de l'autre, ça fait 20 mètres de large et 50 mètres de long, est-ce que tu peux faire ça en bois? Et Konrad, parce que c'est Konrad, lui a dit, ça joue. Parce qu'ensuite, ils se sont dit, ça joue pour dire ça marche. Et à l'époque, il faut quand même que je vous dise, le projet a été lancé en 98, je crois. À l'époque, il n'y avait pas de logiciel pour le calculer. Donc là, tout le monde a pris des risques. Le maire de OMS, une petite ville de 8000 habitants peut-être, a pris des risques. L'architecte a pris des risques, l'ingénieur a pris des risques, l'assureur a pris des risques. Et les pompiers, eux, ils n'ont pas pris trop de risques parce qu'ils sont à 50 mètres du bâtiment. Donc ça va à peu près. À votre avis, quels ont été les problèmes, les challenges sur ce bâtiment-là? Alors, ça c'est quelque chose qu'on me dit souvent, mais non, c'est pas la neige parce que c'est dans la vallée, donc il n'y a pas beaucoup de neige. La stabilité au vent, oui c'est ça, enfin le soulèvement au vent. C'est-à-dire que, en fait, il aurait suffi de 39 mm, donc 4 cm de feuilles de bois pour couvrir, mais il a fallu qu'il la laisse. Donc ils l'ont lesté avec des gravillons encore, et puis au-dessus une couche en OSB, en panneau dérivé du bois, mais le tout, là, ça fait pas plus que 10 cm, ça fait 9,6 je crois. Donc ça c'est sur 20 mètres par 50 à peu près. Ensuite, quels étaient les autres problèmes? Le transport. Alors, les panneaux font 1,80 m par 18 mètres. À l'époque, c'est construit en carton cul. Le carton cul est fabriqué en Finlande, donc là on peut discuter.
parce qu'il y a quand même la distance. Par contre, ils ont tout calpiné sur la dimension des panneaux, c'est-à-dire qu'ils ont 0 chute. Donc là, ils ont quand même un peu pensé. Non, privé, ils l'ont transporté, c'était pas un gros problème. 1,80 m par 18 mètres, ça va, surtout, ils n'ont pas transporté de loin, ils l'ont fabriqué. Les panneaux tout seuls, importés de Finlande, eux, ils ont pu les mettre comme ça, sur le côté, comme ça, et les autres, une fois qu'ils étaient fabriqués à plat dans l'entreprise, ils ont pu les transporter, ils n'avaient que quelques kilomètres à faire, donc ça, c'était pas un problème. Non, il y a un autre problème. Les ancrages aux extrémités. Exactement, plus que les ancrages, c'est les forces. Enfin, s'il y a des ingénieurs dans la salle, ils vont vous dire que les forces là et là, c'est colossal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, ils l'ont repris dans les refends en béton, tous les 7,20 mètres. Il y a une reprise, j'ai une photo après, donc ils le reprennent donc là dans le mur, le voile en béton, et ici, ils le font par la triangulation. Et aussi, Konrad Merz travaille beaucoup sur les effets de plaques, c'est-à-dire que ici, c'est des panneaux des panneaux qu'on appelle les panneaux 3 plis, donc des panneaux dérivés du bois industriel, et ils fonctionnent comme une grande plaque, donc ils assurent le contre-ventement, et surtout, ils avaient le fait que le sol est très mauvais, puisqu'on est dans la plaine, et donc il fallait qu'ils aillent chercher de toute façon le bon sol à 30 mètres en profondeur, donc ils ont pu récupérer là. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer que quand on veut faire des projets un peu innovants, il faut accepter de travailler d'une autre manière. Il faut, ce projet-là, vous imaginez les discussions qu'il y a eu, maître d'ouvrage, ingénieur, architecte, et c'est seulement parce qu'il y avait cette entente parfaite entre les différentes personnes intervenantes qu'ils ont réussi à le faire. Donc là, vous voyez à droite sur le plan, vous voyez les deux parties. À droite, le stockage en métal, à gauche, les bureaux en béton. Donc vous voyez comment ils ont construit. À votre avis, ils ont mis 2 jours pour poser les 2 premiers panneaux, et puis le reste, les autres, ils les ont mis à la fin de la semaine, c'était terminé. À votre avis, quel était le problème? Pourquoi est-ce que ça a été si difficile de poser les 2 premiers panneaux? Non, le problème, ça a été en fait qu'ils avaient trop couturé les panneaux. Je vous ai dit qu'il y avait en bas des panneaux en carton et puis au-dessus des panneaux en OSB. Et en fait, ils avaient mis trop de clous ou d'agrafes, et donc c'était trop raide pour prendre naturellement la forme de chaînette. Puisque bien sûr, ça a été fabriqué à plat. Et une fois que c'est arrivé sur le site, le panneau a pris de lui-même la forme, qu'on appelle la forme de chaînette. Et donc, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il était trop rigide. Donc, ils s'en sont aperçus, ils ont enlevé des agrafes, et puis après, ça a coulé de source. Et pour faire les ancrages entre les panneaux, ils ont toujours décalé l'OSB et le carreau. C'est-à-dire que dans celui-là, l'OSB était... le carreau dépassait plus que l'OSB, et puis dans celui d'après, c'était l'inverse, et après, ils ont couturé à chaque panneau. Donc, vous voyez vraiment plein de trucs astucieux. S'il y a une autre chose que vous ne m'avez pas dit, quand je vous ai dit les problèmes, il n'y avait pas la neige, mais il y avait l'eau. Et comment est-ce qu'ils font sur l'eau pour évacuer l'eau? Non, pas non, une gouttière au milieu, non, ça serait difficile. Les gouttières, il y en a une de chaque côté. Enfin, les descentes d'eau, il y en a une de chaque côté. Oui, mais comment est-ce que vous le créez? Parce qu'en fait, ils ont fait une double courbure. Comment est-ce que vous créez la double courbure en sachant que vous les fabriquez à plat, vos panneaux? La dame m'a dit en les couturant d'une manière différente, bon, c'est plus simple que ça, ils ne sont pas rectangulaires, ils sont trapézoïdaux. C'est-à-dire que, alors, pas au centre, mais à chaque panneau a un côté un peu plus petit que l'autre, et donc ça crée naturellement une double pente vers l'extérieur, et en fait, on s'en aperçoit pas quand on y est, mais il y a à peu près 30 cm de différence entre le milieu et les côtés. Donc là, vous voyez comment ils les ont, la souplesse déjà de ces panneaux, vous voyez comment ils les ont mis en place. Et alors là arrive ma photo préférée. Quand même beau, hein. Moi, je trouve ça vraiment remarquable. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que c'est une petite entreprise du coin. Enfin, c'est pas la grande entreprise Kaufmann-Holzhager qui l'a fait, non, c'est une petite entreprise locale qui a réussi à faire ça.
Donc comme quoi, quand on fait des synergies autour d'un projet, on arrive à dépasser l'impossible quelque part. Et puis c'est un projet qui vieillit très bien. J'étais la semaine dernière encore avec un groupe d'ailleurs d'une filiale de Bouygues, donc pour vous dire qu'ils savent construire quand même. Et là, ils étaient un peu épatés qu'on puisse faire ça avec du bois. Alors, s'ils ont cette culture du bois, je l'ai dit, ça vient aussi de loin par rapport aux artisans, mais il y a aussi l'enseignement. Ça, c'est une école à Dorel. Donc, en bas, vous avez les classes normales, et puis au-dessus, c'est la classe de travail manuel. Alors, ils ont 2 classes de travail manuel. Ils en ont une pour les travaux textiles, et puis celle-là qui est pour le travail du bois. Ils m'ont promis, ils devaient savoir que j'étais un peu féministe, ils m'ont promis que les filles avaient le droit de faire du bois et les garçons avaient le droit de faire du textile. Mais si je vous montre, c'est pour vous montrer ça. C'est que ça, c'est leur rangement, le rangement de leurs outils. C'est des gens qui... les enfants de l'école primaire peuvent travailler avec des outils comme ça régulièrement. Donc c'est sûr que ça peut avoir une influence pour le futur. Et surtout, comme les artisans sont très bien respectés dans le Fort Alberg, on ne choisit pas la voie de l'artisanat par défaut, mais on le choisit volontairement parce que c'est un beau métier et on a bien raison. Alors ça, c'est une école qui a été faite par 2 jeunes architectes, Soukrovic-Starbord, on verra d'autres bâtiments qu'ils ont fait, mais ils voulaient se démarquer un petit peu quand même des Baukünstler qui eux construisaient essentiellement avec du bois, et donc vous avez vu, ils ont mis du bois à l'intérieur, mais l'extérieur c'est quand même du béton brut, qui dans le Fort Alberg est d'une bonne qualité. Au niveau écologique, ils sont sans doute un peu moins puristes que les anciens. Alors dans le Fort Alberg, on a du bois, une grande culture, une très grande compétence au niveau du bois. On fait d'ailleurs aussi du très beau béton, mais ils ont aussi l'artiste du pisé contemporain, ou le grand spécialiste du pisé contemporain, et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est aussi Crater, Patrice Dewatt, le directeur de la chaire de l'UNESCO internationale de construction en bois. En fait, Martin Rauch, il a complètement transformé le pisé de 2 manières. D'abord parce qu'il l'a préfabriqué, c'est la première fois que quelqu'un faisait des éléments préfabriqués en pisé, grâce à des techniques spéciales, mais en plus, il a aussi introduit le pisé, ça peut être des couches normalement un peu d'une quinzaine de centimètres. Lui, les siennes, vous voyez, elles font beaucoup moins, plutôt 4 ou 5. Et entre les couches, régulièrement, il introduit soit des poudres de pierre, de briques de couleurs différentes, et puis aussi, quelquefois, il a des éléments de décor, des espèces de griffures et tout ça qui donnent à la surface une qualité très, très esthétique. Donc il a à la fois transformé le pisé sur le plan esthétique et sur le plan technique. Alors ce que vous voyez là, c'est une petite chapelle dans un cimetière. Ça, c'était... certains d'entre vous ont peut-être vu dans les panneaux de l'exposition, à un moment il parle du Fort Alberg et il montrait un maire, Joseph Matisse, dont je montrerai aussi la photo tout à l'heure. Et en fait, il a fait un concours pour cette chapelle et le mur du cimetière. Et les architectes qui ont gagné lui ont dit, soit on vous le fait dans le budget en béton, ou alors on vous le fait pour plus cher, en terre, de la terre prise à 200 mètres du site, mais à ce moment-là, il faudrait que vous mettiez la main à la pâte. Et dans ce petit village de 350 habitants, ils ont réussi à récupérer 1000 heures de travail de gens parmi la population. On a même pris des vacances pour pouvoir participer à la construction de la chapelle. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la construction, vous voyez en bas, il y a un éclairage. Et je vous assure que c'est un éclairage rasant, faire ça avec de la terre crue, il faut déjà pouvoir le faire. Et il a fait la même chose aussi en haut. C'est vraiment un très beau travail. Donc, voilà, Martine. Et vous voyez, il fabrique non seulement des éléments de mur, mais aussi des fours, des poêles de masse, et ces poêles ont quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire qu'il travaille avec un spécialiste de poêles, et il y a 50% qui vont en radiation directe,
et le reste chauffe un espèce de manteau d'eau qu'on peut coupler soit un chauffage par le sol, soit avec de l'eau chaude, et très souvent couplé avec du solaire. C'est-à-dire que sur des maisons type passives, c'est-à-dire qui n'ont de toute façon pas besoin de beaucoup de chauffage, ils arrivent en combinant des capteurs solaires thermiques sur le toit et puis un poêle de ce type-là à fournir eau chaude sanitaire et chauffage de base. Donc vous voyez son atelier, construit il y a une quinzaine d'années maintenant, et sa maison qu'il a terminée l'année dernière. Les deux sites internet, Lemo c'est le site internet du poêle, et puis Lepto RD c'est son propre site internet. Il est très bien fait, on voit de très jolis projets dessus. Et là vous voyez, il a mis des bandes de briques de terre cuite de temps en temps. C'est tout simplement pour freiner l'érosion, parce que ça fait quand même 3 étages, donc l'eau de ruissellement aurait enlevé petit à petit de la surface. Donc là, grâce à ça, ça fait goutte d'eau, et l'eau glisse beaucoup plus lentement ici, et ça apporte une espèce de cassin sur la terre qui la prolonge. Les mains qui pensent, ça c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Bergson disait déjà, la main parle aussi sûrement au cerveau que le cerveau parle à la main. Je crois qu'il faut, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois revaloriser le travail manuel, et il y a une chose très claire, nous ne ferons pas l'architecture écologique sans les artisans. Donc il faut arriver à retrouver ce lien naturel pour continuer. Et surtout pour faire face à l'urgence devant laquelle nous nous trouvons. Alors ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup d'un architecte du Fort Albert. Il m'a dit un jour, chez nous, le joint à la pompe commence là où l'intelligence s'arrête. Je lui ai dit, Walter, chez nous c'est pareil, mais je crois que chez nous c'est un peu plus souvent que chez eux. Parce que du joint à la pompe, j'en ai rarement vu chez eux. Regardez ce travail, je ne sais pas s'il y a des charpentiers ou des menuisiers dans la salle, c'est une porte. Donc, moi ça je ne sais pas faire. Et je pense qu'il n'y a même peut-être pas beaucoup de charpentiers qui savent avoir cette précision dans la mise en œuvre des bardeaux en bois. L'architecture, ils ont compris les entreprises du Fort Albert ont compris assez tôt qu'elle était capable de doper l'économie locale, et qu'elle apportait aussi une espèce de carte de visite à une entreprise. Ce qui fait que depuis déjà au moins une vingtaine d'années, des entreprises investissent dans de l'architecture, et si possible dans de l'architecture écologique, pour faire leur pub quelque part. Donc ça c'est un projet, alors celui-là, c'est un bâtiment qui est déjà un peu ancien, pas particulièrement écologique, là c'était plus là c'est plutôt pour la qualité de l'architecture, c'est un peu pour faire la nique aux éléments, c'est les bureaux d'une gravière. La gravière d'avant les bureaux d'avant avaient été emportés par une inondation, parce que le Fort Albert, c'était pas au départ une région très amicale, parce que dans la plaine du Rhin, ils avaient souvent des inondations, et dans les montagnes, ils avaient souvent des avalanches. Et donc là, quand ils ont décidé de reconstruire leur bureau, après que les premiers aient été emportés par une inondation, ils ont voulu un peu faire la nique aux éléments en disant cette fois-ci, on a l'air fragile, mais on ne l'est pas. Et puis si vous allez dans est-ce qu'il y en a déjà qui ont dormi dans le Martin's Park Hotel, ceux qui sont allés déjà dans le Fort Albert? C'est là, c'est l'hôtel avec un grand H dans lequel on va dormir quand on est dans le Fort Albert. Et ce qui est sympa, c'est qu'au départ, ils l'ont construit en 96, c'est les architectes Baumschlager et Velay, et je vous ai dit que c'est quand même une région assez conservatrice. Et quand ils l'ont construit, donc en 96, quand ils l'ont ouvert, ils n'avaient pas énormément de visiteurs, donc ils se sont dit, enfin pas énormément d'hôtes. Et donc au bout d'un an, à peu près, ils ont changé de gérant. Et le gérant, qui est un homme qui est absolument charmant, qui s'appelle Philippe Foster, qui depuis est à la retraite, explique très bien que le premier jour où il est arrivé là, on lui a dit, faut que cet hôtel, tu le rendes vivant. Et il a dit, je suis allé devant mon hôtel, j'étais en train de réfléchir, et j'ai vu des hommes en noir qui caressaient le bois. Alors je suis allée voir les hommes en noir, et je leur ai dit, vous êtes qui vous? Et ils ont dit, nous on est des architectes. Et là, il y a une idée qui a germé dans sa tête, et il a lancé quelque temps après ce qu'il a appelé des architectes tourains. Et donc, il proposait un week-end dans son
grand hôtel avec en plus des tours d'architecture. Donc il louait un bus et comme c'était un passionné d'architecture, il emmenait les gens visiter des bâtiments en cours, des chantiers. Et c'est comme ça que le tourisme architectural du Fort Albert a été lancé sur un grand style. Donc voilà l'intérieur du Martins Park Hotel. Donc à gauche c'est le restaurant qui est dans l'élément en couleur de cuivre qu'on a vu tout à l'heure, et puis le hall. Les architectes ne sont pas les plus mal chaussés dans le Fort Albert, puisque quand ils se construisent une agence, elle est plutôt sympa. Ça, c'est l'agence de Hermann Kaufmann, donc le grand frère de Johannes et Michael et le cousin des autres. Et en haut à droite, c'est son propre bureau. Hermann Kaufmann, je vais vous montrer une photo de lui tout à l'heure, c'est quand même le directeur de la chaire d'architecture en bois à l'Université technique de Munich. C'est le lauréat du premier Global Award de l'architecture durable en 2007. Et vous voyez, son bureau est quand même relativement modeste. Et puis il habite un des 3 logements au-dessus de son bureau, puisqu'au rez-de-chaussée, il y a l'agence, et puis au-dessus, il y a 3 logements, dont le sien. Ça, c'est les bureaux d'un autre grand architecte du Fort Albert, Wolfgang Rich, qui a été très longtemps président de l'Institut de l'architecture, dans des bureaux qu'il a construits lui-même, qui s'appellent Element, squelette en métal, reste en bois, et puis vous voyez une cour intérieure avec des palmiers particulièrement agréables. C'est pour le promoteur Zima, qui a eu la bonne idée de dire que, en fait, on avait tout intérêt à ce que les employés, puisque le promoteur Zima, il y a aussi ses bureaux, on avait tout intérêt à donner à ces employés un climat intérieur, et puis surtout une qualité architecturale la meilleure possible, parce que les gens travaillaient mieux. Win-win, enfin gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on leur offre quelque chose et puis ils travaillent plus et mieux, sont moins souvent malades. Et donc c'est comme ça qu'ils ont créé ces bureaux en mélangeant aussi. Vous allez voir qu'il y a le restaurant dans cet immeuble de bureaux. Il y a aussi un coiffeur, un cabinet médical. Donc cette mixité fonctionnelle qui est particulièrement importante quand on pense globalement. Ils ont aussi beaucoup investi au niveau du tourisme. Je sais que pour vous, le tourisme, c'est quelque chose de très important. Donc vous voyez, à côté de fermes traditionnelles, un immeuble plus contemporain, avec une magnifique vue sur la montagne. Et puis, même les agriculteurs, quand ils construisent, quand ils investissent, ils font appel à un architecte. Donc là, c'est un pionnier de l'agriculture biologique d'Autriche, la famille Vetter, qui s'est mis avec un pionnier de l'architecture, donc pionnier de l'agriculture bio, pionnier de l'architecture écologique, pour réaliser cette ferme. Donc là, vous voyez le magasin bio de la ferme. Voilà comment vivent les animaux en stabulation libre. Et puis voilà comment habitent les gens, puisque les gens habitent à la ferme, ils font aussi table d'hôtes, et ils ont régulièrement une dizaine d'apprentis ou de gens qui viennent se former à l'agriculture biologique. Ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Dans le Fort Albert, on dit c'est pas grave de se tromper. Une fois, tout le monde le fait. Moi aussi, je le fais au moins 3 fois par jour. Mais ce qui est grave, c'est de se tromper 2 fois. Un marché? Non, pas un marché, non. Un atelier? Un atelier? Non, pas un atelier non plus. Un bâtiment externe? Ouais, un bâtiment agricole, oui. Mais encore, il n'y a pas que ça, et c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un a dit un logement, effectivement c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois ici une étable, ici la maison, on voit bien la maison, sous le toit c'est un gîte, et puis là vous avez la grange. Donc tout ça dans le même toit, puis ça c'est des panneaux solaires. Vous voyez, ils sont quand même bien intégrés les panneaux solaires, puisqu'ils sont devant la partie grange. C'est de Hermann Kaufmann, c'est dans un village de montagne. Et vous savez pourquoi est-ce que
Les maîtres d'ouvrage, là, privés, quand ils construisent leur maison, quand ils construisent leur ferme, ils font appel à des architectes. Ben, ils font appel à des architectes, quand on leur demande, ils disent parce que ce sont les gens les plus compétents pour tirer le meilleur parti du petit budget que nous avons. Ça c'est d'accord, non? Dans le Fort Alberg, on dit aussi, alors ça je vais vous le faire en allemand pour que vous entendiez quand même un peu, das Einfach ist nicht immer das Beste, aber das Beste ist immer einfach. Ça veut dire le simple n'est pas toujours le meilleur, mais le meilleur est toujours simple. Et ils appliquent cette simplicité, ce bon sens, ce pragmatisme à tout ce qu'ils font. Et entre autres, ils travaillent beaucoup sur la revitalisation des centres de bourgs ruraux. Pourquoi? Je vous ai dit qu'actuellement, ils ont déjà 80% de la population dans 17% de la surface. Donc, quelque part, il y a un moment où il faut arrêter. Donc, depuis quelques années, le gouverneur de la province, le gouverneur du Land, M. Saus-Auban, investit dans la revitalisation des centres des bourgs ruraux. Alors, il est aidé en ce sens, donc il donne une grande partie du budget. Le Land, le pays, l'Autriche en donne aussi un petit peu, et puis ils savent très bien récupérer les sous de l'Europe aussi. Et avec ça, ils ont fait plusieurs projets. Donc, celui-là, c'est à Ablon, c'est un petit village de 350 habitants qui a subi une grosse catastrophe avec une avalanche en 54. Il y avait avant 400 et quelques habitants, il y en a une cinquantaine qui sont morts, et à ce moment-là, ils ont planté des arbres sur le couloir de l'avalanche. Et au début des années 2000, ces arbres-là étaient arrivés à maturité. C'était quelque part les arbres, c'était des arbres lourdement symboliques. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces arbres? Ils ont décidé de construire un centre communal, donc avec deux bâtiments. À droite, vous voyez, il y a une succursale de la banque, une petite épicerie, au-dessus une classe maternelle, une classe primaire, deux classes primaires, et puis dans la pente, quand vous ne voyez pas, il y a le gymnase, et puis à gauche, vous avez le café-restaurant, et puis dans le prolongement, la mairie. Et vous voyez que la salle du restaurant, elle sert à la fois de salle de restaurant et puis de salle de réunion au conseil municipal. Donc, ils ont regroupé plein de programmes pour être capables de se payer un équipement où ils n'ont pas du tout économisé sur l'architecture, mais ils ont économisé sur des synergies entre les programmes et surtout sur la mise en commun des sanitaires, de différents éléments du programme. Un autre centre, un autre bâtiment communal qui regroupe deux programmes, c'est le centre culturel et centre de secours de Itissau. Donc vous voyez au rez-de-chaussée, vous avez la caserne de pompiers qui est en béton et acier galvanisé, et au-dessus 2 étages de centre culturel et en haut le musée de la femme. Et alors donc vous avez ici, vous voyez donc les architectes ont très astucieusement s'ouvrent très astucieusement vers l'est, vers la rue au niveau bas, alors qu'au niveau haut, ils s'ouvrent vers le côté piéton pour le foyer du centre culturel. Et ça, c'est la salle de la fanfare. Vous en montrez plusieurs. Ça, c'est très important, la fanfare. En Fort Alberg, il y a des villes où 50% des gens participent à la fanfare. Et ça, c'est un foyer qui sert à la fois de salle de réunion, par exemple sur les premiers secours de la Croix-Rouge, etc. Et qui sert aussi de foyer quand il y a des expositions. Donc là encore, ils ont combiné différents programmes. Et vous voyez que le cube en bois, le parallélépipède en bois, a été posé sur l'élément en béton, ce bassin en béton, en laissant une bande d'à peu près 50 cm en verre pour pouvoir le décoller, enfin avec une certaine élégance entre les différents, dans les volumes entre les différents matériaux. Un autre centre communal, celui-là à Hildesachsen, c'est à nouveau, c'est pas les mêmes, mais c'est encore des architectes de la jeune génération qui l'ont construit, donc il est en béton à l'extérieur, en bois à l'intérieur. Et une petite ville qui essaye d'appliquer au quotidien le développement durable avec toutes ses implications culturelles, sociales, écologiques et économiques, y compris au niveau de l'enseignement. Et vous voyez que si on fait bricoler aux gamins des bâtiments avec de manière tout à fait évidente des capteurs solaires,
ce bâtiment a une salle polyvalente qui assure vraiment bien sa fonction de salle polyvalente. Elle peut être soit salle de sport, mais en un quart d'heure, elle se transforme en salle de spectacle dans laquelle il y a une cinquantaine, à peu près 150 spectacles tous les ans. Un autre centre communal à Sulzberg, et là l'architecte, quand je l'ai interviewé sur ce centre communal, m'a dit le temps des querelles entre anciens et modernes est passé chez nous depuis déjà longtemps. Quand je discute avec le maire de Sulzberg, j'ai parfois l'impression de discuter avec un collègue, tellement sa culture architecturale est développée. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir. Ça, c'est l'intérieur de ce centre communal. Donc en bas, la salle de répétition de la fanfare, donc je vous dis que c'était particulièrement important. Et puis en haut à gauche, à votre avis, c'est quoi? Exactement, c'est la salle du conseil municipal. Vous voyez la croix. Et d'ailleurs, quand le curé du village est allé, il a dit « Oh, comme chapelle, ça m'irait bien aussi ». Et s'il n'y a pas de table, c'est volontairement parce qu'une table freine les échanges, la communication. Donc, Et alors ça, c'est le dernier centre communal construit dans le Fort Albert qui a gagné un prix l'année dernière, le prix de la construction bois. Et celui-là, les architectes avaient dit, parce qu'on leur a reproché, c'est dans un tout petit village qui a 250-300 habitants dans la montagne où tous les bâtiments ont une double pente, et on leur avait dit, ah quand même, c'est un peu bizarre ce toit plat-là, et ils ont dit, ok, c'est une boîte, mais vous allez voir, ça sera la boîte la plus sexy du Fort Albert. Alors je ne sais pas si c'est la boîte la plus sexy du Fort Albert, mais en tout cas, vous y retrouvez toutes les composantes d'un centre communal du Fort Albert, c'est-à-dire à droite, la petite épicerie du village, il y a la mairie, il y a en bas l'école maternelle, au-dessus 2 classes primaires, et puis la mairie.